Why so serious? Ça va être bien. Sacré Hubert, you are so French. Oh, toi aussi. À quelle conviction faites-vous allusion, mademoiselle Tatou? Tout le monde peut cuisiner. Et juste là, un petit géranium. D'accord, faisons comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Name Drop. Après des petites vacances improvisées, nous sommes de retour pour un nouvel épisode du format hebdomadaire, toujours en compagnie de Maxime. Comment tu vas, mon cher Maxime? Ça va bien et toi? Ça va très bien, content de te retrouver pour Ouais. parler d'une nouvelle génération. Ça va être un peu le thème de ce podcast, puisque à l'honneur de cette semaine, et surtout dans l'actualité de la semaine qui vient de passer, il y a eu les sorties en simultané quasiment de Frankenstein sur Netflix. On va revenir dans cette première partie sur le nouveau film de Guillermo del Toro, avec notamment au casting Jacob Elordi et Mia Goth, deux acteurs et actrices qui font partie de cette nouvelle génération d'acteurs hollywoodiens. Et puis de l'autre côté, au cinéma, on a une nouvelle adaptation de Stephen King par Edgar Wright sur Running Man, un film avec Glenn Powell. Lui aussi, même s'il est un peu plus vieux que les deux acteurs que j'ai cités juste avant, fait partie un peu de ces nouveaux visages d'Hollywood. Donc on va d'abord parler de Frankenstein, puis ensuite on va se poser une question, des questions dans notre jeu de milieu de podcast, avant de finir comme d'habitude sur un peu la hot take de chacun dans la troisième partie. Voilà le programme de ce podcast. Maxime, on va mettre Yes, les mains dans le cambouis et on va entrée. parler de ce Frankenstein de Guillermo del Toro qui vient Mhm. de sortir sur Netflix. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bon, dans l'ensemble, on est quand même sur un film qui a très peu de retours négatifs. Ouais. Et d'après moi, un candidat très sérieux aux Oscars parce qu'il peut être un peu dans toutes les catégories. Mhm. Et je vais pas être à trop contre-courant dans ce film. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce nouveau film Del Toro, comme souvent avec Del Toro. Ouais. Quelques défauts quand même que je pourrais relever, mais dans l'ensemble, je suis quand même satisfait de ce film. Et toi? Oh, ah bah moi aussi j'ai beaucoup aimé. Un film qui se regarde très bien sur un dimanche après-midi, c'est dans ce contexte-là que je l'ai regardé, une après-midi cocooning où je sais que j'ai un gros morceau de 2 heures et demie à Mhm. regarder. Donc on se lance en fin d'après-midi avec ma copine, la nuit tombe et Frankenstein démarre. Et j'ai beaucoup aimé cette projection dans le canapé, même si je regrette que ça ne soit pas une projection Ouais, forcément. de cinéma. Mais finalement, Guillermo del Toro, dans la continuité de son Pinocchio en film d'animation, a l'air d'être marié avec Netflix. Un mariage qui fonctionne bien, visiblement, puisque je pense qu'il a eu la main mise sur son film, sur son Final Cut, et qu'il a pu faire le film qu'il voulait. Peut-être que ça n'aurait pas été le cas si jamais le film avait été porté au cinéma, parce que il y a une construction scénaristique qui est originale. Maxime, moi je connais pas le livre, Non plus. j'ai pas vu les films non plus concernant Frankenstein, donc moi je découvre un peu cet univers-là avec un scénario en deux temps, avec d'abord l'histoire vue par Victor Frankenstein, le créateur de la créature de Frankenstein, dont on parlera de l'histoire dans la deuxième partie du film, centrée sur Jacob et Ça, Lordi. je sais que c'est dans le. J'avais écouté une critique qui disait que c'était le cas aussi dans le livre, cette question de point de vue entre d'abord le savant et ensuite l'invention, on va dire. Et donc, du coup, on a un film de 2h30 sur Netflix. Toi, qu'est-ce que tu as aimé dans le film? On va peut-être parler d'abord de ce qu'on a aimé, vu que c'est un peu Ouais. le cas de nos deux avis. Ouais, bah déjà, bon, c'est avec Del Toro, hein, mais mise en scène, tout ce qui est photographie, c'est magnifique. Il y a vraiment des plans, surtout sur la fin, sur la glace, là, avec le soleil qui se lève, qui sont vraiment à tomber. Mhm, Tous les décors un peu gothiques, que ce soit le château des inventions, les universités un peu au début, tout autour du bateau, voilà, ce côté arctique là, ce côté mhm, glacier qui, je trouve, donne des images vraiment intéressantes. euh, et du coup, rend un peu plus digeste les 2h30 de scénario. mhm. Donc déjà, ouais, moi, c'est le premier point, c'est vraiment cette imagerie où il y a plusieurs fois où j'ai dit, putain, mais t'as envie de faire une capture d'écran et d'imprimer Ouais. l'image, quoi. Je me souviens d'une en particulier sur la fin avec le monstre qui est un peu au loin, qui vient de se faire Mhm. sauter là, avec les dynamites, Oui. tout un peu déchiré et le soleil juste derrière qui se lève. Enfin, il y a Mhm. vraiment des images qui sont vraiment canon. Ouais, moi je te rejoins aussi, c'est l'un des gros points forts de ce film, les décors, maquillage, effets visuels.
C'est du grand cinéma vraiment que nous propose. C'est assez grandiose en fait dans sa photographie où il y a beaucoup de plans de loin en fait, des grands plans, des gros, Mhm. pas des gros plans, des plans larges pardon, avec une photographie un peu de trois quarts qu'on va retrouver quasiment sur la totalité des plans larges. Et qui montre un peu la grandeur des lieux qui abritent Victor Frankenstein dans sa conception de sa Et ça, créature. et puis ça peut Euh, en plus avoir une idée d'isolation, c'est-à-dire quand tu le vois lui seul au milieu de mm, ces... Tu sais, t'as des énormes tubes verts là, je sais même pas ce qu'il y a dedans quand il fabrique, quand il est vraiment dans son château et tout ça, et d'avoir ces plans un peu majestueux, ça, lui, ça le rend encore plus petit, ça l'isole au milieu de tout ça, et je trouve que ça ouais. raconte quelque chose, c'est vraiment intéressant. Comment parler de ce film sans parler du jeu d'acteur Ouais, c'est mon où point de vue aussi. on est vraiment sur un sans faute pour le quatuor de tête. Mention spéciale à l'acteur de Walter Frey et de Rusard qui peut-être pour la première fois de sa vie va jouer un personnage gentil, qui va jouer un peu l'ami de la créature de Frankenstein, Mm. ce vieil homme aveugle qui va lui apprendre à lire, etc., qui va un peu l'éduquer Ouais, et le développer mentalement, scientifiquement. Mais vraiment, le film tourne autour de Jacob Elordi, qui joue une créature de Frankenstein magnifique. Enfin, j'adore son interprétation. Beaucoup de choses passent par le regard de ouais. Jacob Elordi. Et Euh, justement, j'avais vu, je crois que c'est dans le... Ça se retrouve, c'est la vidéo Combini de l'interview d'El Toro, où il dit que ouais. c'est le regard qui l'a fait embaucher l'ordi. C'est vrai Mm, qu'au début, j'étais un peu... Bon, quand t'as quelqu'un en créature comme ça, tu te dis, ok, c'est un bon acteur, mais est-ce qu'on va pouvoir ressentir son jeu sous le maquillage, la voix trafiquée, sous ces mm, choses-là? Et en fait, oui, on reconnaît totalement Jacob Elordi dans le film, et on mm. ressent sa performance à lui, même derrière tous ces artifices, quoi. Vu qu'on est sur lui, j'ai envie de te poser une question. Est-ce on n'a pas échappé à un film qui aurait pu être raté si ça avait été Andrew Garfield? J'arrive pas du tout à voir C'est Andrew vrai que c'était lui qui Garfield. était en Ouais, c'est numéro un, lui. Et ouais. puis à 3 semaines du début du tournage, je crois quelque chose comme ça, ou 5 semaines du début du tournage, Andrew Garfield a quitté le Je crois que c'était à tournage. cause de la grève Oui, au niveau de... exactement, parce que des tournages sur lesquels il était engagé avant ont Mhm. démarré avec du retard et du coup, il quitte le tournage quasiment à l'aube du début du tournage de C'est Frankenstein. Et toujours du dur de s'imaginer un autre acteur dans un rôle qu'on vient de voir. Je trouve qu'il peut quand même, Andrew Garfield, se mettre dans des états. Je pense à notamment une scène coupée que j'avais vue de Amazing Spider-Man ou quoi, où il peut vraiment se transformer quelque chose oui, d'assez. Faire passer des choses par le regard quand même. ouais. Mais ça aurait été forcément quelque chose ouais, d'un peu différent, c'est sûr. Ouais, ça aurait pas été pareil. Et puis ensuite, on a Oscar Isaac en Victor Frankenstein, qui Qui est moi je trouve énorme. est une bonne surprise. Je suis pas un grand fan d'Oscar Isaac dans le sens où il m'a jamais bouleversé dans ses Ouais. rôles. Moi, Je deux, fais trois fois toujours le quand même. travail, hein. Je dis pas que c'est un mauvais acteur, loin de là, c'est plutôt un bon acteur même, mais il se fait aussi assez rare, on le voit pas dans un milliard de productions. Et moi je le trouve vraiment très bon dans ce Victor Frankenstein égoïste un peu, qui a son idée en tête, sa C'est vie pas en un tête. mec bien, hein. Non, c'est pas un Non, mec bien du c'est pas un mec tout. bien du tout, hein. Mm. Voilà, et effectivement. Et ensuite, Christophe Waltz, qui est du coup Ouais, le gars désespéré, qu'on voit peu Christophe Valls. J'étais hein, content de le voir. ouais, On le voit pas tant que ça. Après, que j'ai aussi dit aussi en voyant son jeu, chaque Christophe Valls, on le voit peut-être peu parce que c'est un peu toujours pareil ce qu'il fait, je hmm, trouve. Il le fait très bien, mais même son diptyque avec Tarantino, alors ok, il a des personnages moralement qui sont totalement différents entre un SS et un libérateur d'esclaves, hmm, mais c'est quand même un peu ce côté très chic qui va te dire des choses comme ça, au bord de la folie, violent. Et finalement, ouais, c'est peut-être pour ça qu'on le voit pas plus que ça, c'est que ça ressemble un petit peu. Mais ça hmm. m'a fait quand même plaisir de le voir, Valls, dans un bon film. Ça fait un moment lui aussi. Un dernier point, moi, positif que j'ai, après toi, si tu veux en ajouter, qu'on n'a pas mentionné, tu iras dessus, et après, on parlera peut-être des points un peu Mhm. voilà, que t'as un peu moins aimé dans le film. Moi, c'est la musique de Ouais, Alexandre on Desplat. a les mêmes 3 points, c'est Ah, bah, magnifique. magnifique. Oh, la musique exceptionnelle. Encore une fois, après La forme de l'eau et Pinocchio, je crois aussi c'était lui.
Il accompagne parfaitement l'univers de Del Toro. Je trouve que Alexandre Desplat, qui est du coup un compositeur français, et qui a fait de nombreuses collaborations, notamment avec Wes Anderson aussi, où il fait Ouais. beaucoup de ses films. Mais avec Guillermo del Toro, il arrive à ce que la magie des images des films de Guillermo del Toro se retranscrivent en musique. Et je trouve que à chaque fois, ça fait mouche. Et il signe vraiment, lui, ses plus belles bandes son lorsqu'il est aux côtés de Guillermo Ouais. del Toro. Il y a vraiment, moi j'ai une scène de musique qui m'a marqué où justement Victor il est dans ses expériences, il est un peu dans sa folie, et t'as la musique, elle amplifie le tout et Mm, du coup t'as pas besoin de dialogue pendant plusieurs minutes parce que t'as la musique qui fait tout. Enfin, tu sens vraiment que la musique est faite pour calquer ouais. sur l'image. C'est très très réussi comme musique, ouais. Ouais, bah, Alors, c'est une de Del Toro qui va le plus marquer, ouais. vraiment. Alors, quels sont les points que tu as moins aimé du film? Si, Alors c'est vraiment pour chipoter parce qu'on est quand même sur un très bon film, mais ça me l'a surtout fait au début. Tu vois, je te disais une belle mise en scène, mais j'ai trouvé qu'il y avait un côté très très numérique. Peut-être que c'est que je Mhm, m'y suis habitué, mais que je retrouve pas plus tard. Mais sur le temps, les premiers, tout premiers plans de nuit avec le bateau qui est encastré dans la glace, je trouve qu'il y a mhm. vraiment bien plein d'effets où ça pique un petit peu. Ah Et ouais? je pinaille, mais ça m'a fait ça les 10 premières minutes. Après, Mhm. ça va. Moi, j'ai une petite. Je sais même pas si je suis sûr que j'aime pas, mais je suis un peu perplexe sur le design de la créature. Je Ouais. m'attendais à un Un truc peu plus. simple? Ben, d'un côté, il y a un parti pris, donc ça me plaît d'être surpris aussi, mais j'attendais un truc un peu plus crado, tu vois, un truc un peu plus. Là, le monstre, tu le vois, alors oui, t'as les cicatrices un peu qui fusionnent, mais il te dit lui-même qu'il cicatrise vite. T'as quand même derrière le regard, les visages d'Elordi, qui est pas le mec le plus vilain du monde. Mhm, Et je trouve qu'il a pas le côté un peu repoussant que j'ai mhm. pu voir dans les autres images de Frankenstein C'est ou sûr. comme on peut s'y attendre. Et c'est vrai que j'étais. Alors, j'attendais pas non plus un truc absolument immonde, irregardable, mais je m'étais dit, bah, je sais pas, je m'attendais un peu plus dérangeant comme visuel, Mhm. un peu plus effrayant. Au final, je trouve il est surtout effrayant par sa. Déjà, il y a ce petit truc que j'aime bien, son regard là, il a un de ses deux yeux qui est jaune là, donc dans la Oui. nuit, tu le vois, son œil qui brille, ça c'est assez cool. Ouais. Mais il est surtout impressionnant par rapport à sa taille. Oui. Et par rapport à sa force, où très vite tu le vois qu'il est quasiment inarrêtable. Mhm. Donc c'est peut-être ce côté, ouais, je me questionne en fait sur le design Moi, du ça me monstre. dérange pas du tout cet aspect-là parce que, alors voilà, encore une fois, j'ai pas de point de comparatif avec les anciens films de Frankenstein, même si j'en connais un peu Ouais, la le tout forme premier, il est et connu, ouais. ce qu'il est, à quoi il ressemble. La conception de ce Frankenstein, c'est là où elle est un peu dégueulasse. C'est qu'on voit un peu les membres Ouais. s'assembler, couper, s'affiner, comment il crée la main, etc. Enfin, les opérations, toute cette partie-là, elle est dérangeante à l'écran. Oui, Et en fait, quand tu penses à l'objectif de Victor Frankenstein, c'est pas de créer le monstre le plus hideux de la Terre, c'est créer une forme de vie à partir de la mort, c'est oui, combattre la mort. Donc, l'idée qu'il fasse bien son job et que le monstre final soit pas une créature difforme et dégueulasse, moi ne me dérange pas parce on me vend la volonté du scientifique. Donc moi pour le coup ouais. c'est Non, pas je du comprends tout un aussi. Je élément qui me dérange. comprends aussi. Donc voilà. Je sais pas si tu as des points, toi, que tu veux Non. relever. Enfin, je dis pas Peut-être. que c'est un film parfait, mais j'ai Ouais. pas de points négatifs qui est là qui me viennent à Ouais, c'est l'esprit. peut-être aussi. Après, l'idée de cette histoire-là, mais je trouve que la narration est un petit peu linéaire, quoi. Il n'y a Oui. pas de grands twists ou de grands. Après, il n'y a pas besoin d'avoir des twists pour que ce soit des bons films. Mais je sais Mhm. pas, il n'y a pas de moments dans le scénario qui sont vraiment surprenants. Je trouve que ça se Mhm. laisse suivre de manière très agréable. Oui. Je J'ai pas eu de problème de rythme comme j'ai beaucoup lu, que quoi c'était trop long. Personnellement, ça Mhm. m'a pas dérangé. Non, moi non plus. Mais il n'y a pas eu non plus des trucs dans le scénario où j'ai dit waouh, quelle façon de raconter ou voilà. Mais encore une fois, c'est du chipotage pour trouver des défauts sur un film qui est quand même de très bonne facture et qu'encore une fois, voilà, comme on a regroupé, c'est pour ça que je disais au début, je pense qu'aux Oscars, il peut faire mal parce que ce soit dans meilleure adaptation, meilleur effet visuel, meilleur costume, meilleur maquillage, meilleur acteur, meilleur réalisateur, meilleure photo, enfin, il peut vraiment être Ouais. un truc où le film il est nommé dans 12 catégories, quoi. Alors, Mm. on en a déjà eu nommé 12 fois qui repartent avec rien, mais Oui. je pense que on en reparlera à ce moment-là, mais je Ouais, pense on que en ça va être reparlera à ce moment-là. Pour le un des coup. favoris aux Oscars.
ce petit Frankenstein. Bon, j'espère qu'on vous a donné envie de le voir pour ceux qui l'ont pas encore regardé. Je pense, ça m'étonnerait pas hein, que des gens prennent le temps aussi parce que voilà, la winter is Mm. coming. On l'a senti dans toute la France. Les températures sont en descente. C'est le meilleur moment de se mettre sous un plaid Bah, et et s'envoyer un bon gros film. c'est un film hivernal, je trouve, en plus, dans Ouais. son ambiance. C'est vraiment, je comprends pourquoi c'est sorti à cette période-là. C'est un Mm, film qui va bien passer autour des fêtes, même, je trouve, d'un ouais. côté un peu gothique, si on aime ça. Mm. C'est le moment de le voir, quand même. Exactement, c'est le moment de voir Frankenstein. On va passer à la deuxième partie de notre podcast, notre jeu. Un jeu, du coup, comme je vous l'ai teasé en début d'émission, sur la Mhm. nouvelle génération. On a repris un des concepts phares de ce podcast, le meilleur, le sous-coté, et on a rajouté le plus gros potentiel plutôt que le plus mauvais. Oui, on va Euh, être que positif, là. voilà, exactement, parce qu'aussi, il y a beaucoup d'acteurs dans cette génération. Mhm. Et du coup, l'idée, ils vont s'afficher là au moment où on est en train de tourner cette vidéo. Je les ai pas sous les yeux, mais ils vont s'afficher à notre place, à Maxime et moi, pour que vous voyez un peu de quels acteurs on va parler. Mais globalement, c'est toute cette génération des Austin Butler, Jacob Elordi, toute la bande un peu de Euphoria, Sydney Sweeney, Zendaya, et puis aussi la bande un peu plus je dirais anglo-saxonne, même si beaucoup sont des acteurs hollywoodiens, avec les Josh O'Connor, tous ces acteurs-là Mhm. aussi, Anya Taylor-Joy. Donc vous voyez un peu tous ces profils d'acteurs et d'actrices. Et l'idée, c'est qu'on se pose la question avec Maxime et moi-même de à chaque fois, quel est le meilleur selon nous de cette génération, quel est le plus sous-coté et quel est le plus gros potentiel. Je te propose qu'on commence avec le plus sous-coté. Comme ça, on Ouais, va monter un peu en ça me va. température. Quel est pour toi le plus sous-coté? Je vais le name drop moi le mien, et puis ensuite, on en parlera chacun notre tour du nôtre. Moi, c'est Anna Taylor-Joy. Ok, et moi j'ai Barry Keoghan. Bon. Ok. Je te laisse commencer. Ouais, mais Anya Taylor-Joy, alors c'est quand même quelqu'un qu'on voit depuis un petit moment. Moi, je l'avais découvert, comme beaucoup, je pense, dans Split en Mhm. 2016. Qui a eu, je trouve, vraiment une début de carrière sympa avec The Witch. Voilà, mais au final, on la voit pas tant que ça. Elle a eu un petit rôle dans Peaky Blinders aussi. Elle est pas très souvent mise en avant en tant que premier rôle. À part ça a été le cas pour Furiosa, mais ça n'a pas marché. Euh, Le menu, elle a quand même un rôle assez important. Oui, oui, elle est quand même, elle a quand même une belle carrière. Voilà, de toute façon, toute cette liste-là sont intéressants. Mais moi, c'est vraiment quelqu'un que je trouve assez hypnotisant, qui a Oui. un regard très particulier, qui peut plus ou moins tout faire, de l'action, voilà, qui a un vrai corps d'action, qui peut faire un peu plus la comédie, qui peut. Et toi, le seul film qu'on a eu d'Anna Taylor-Joy cette année, c'est The Gorge. C'est un peu dommage, je trouve qu'on pourrait lui donner un peu plus à manger. Elle n'est pas dans une hype, je trouve, comme beaucoup d'autres actrices de sa génération. Après, elle est Mhm. encore jeune, hein, elle a même pas 30 ans. Ouais. Mais ouais, je pense que ça pourrait être elle a le potentiel, je trouve, pour être vraiment une superstar. Et au Mhm. final, elle n'est pas dans tant de projets que ça. Ouais. Elle est rarement mise en avant. Elle n'a pas des gros cartons box-office. Je trouve ça dommage. Elle a quand même le jeu de la dame qui est l'une des séries les plus Oui, connues et réputées de voilà, Netflix. elle a 2 saisons de Peaky Blinders. Voilà, quand même une Ouais. carrière. Si on en parle, de toute façon, voilà, c'est dans cette liste. Moi, j'adore la Night in Soho dans laquelle elle est. Ouais. Il y a des choses, hein, bien sûr. Mais ouais, dans cette liste-là, c'est vrai que je me suis dit, je trouve qu'il lui manque ouais, le gros rôle ou la grosse franchise. Mad Max, c'est une grosse franchise, mais voilà, ça m'a pas marché. Même, tu vois, elle est chez Marvel faire les Nouveaux Mutants, ça a été une catastrophe. Ouais. Je sais pas, moi, j'imagine qu'elle pourrait faire mieux. Que ce soit en termes de choix de carrière et de propositions qu'on lui fait, quoi. Mhm. Moi, c'est une actrice peut-être dont je vais reparler après. Mais en tout cas, elle me fait penser. On a hésité à faire ce jeu-là aussi de à quel acteur établi déjà Mm. elle fait penser. Moi, elle, si je devais la comparer à une, ce serait Emma Stone. Moi, elle me ferait penser à du Ok, Emma Guillaume. Stone dans le potentiel d'actrice, dans aussi physiquement un peu quel rôle elle peut prétendre. Il y a un peu ce côté gros yeux globuleux qui peut vite être tourné. Tu vois, en Furiosa, moi quand j'ai vu Emma Stone dans Bugonia, il y a un peu ce truc-là, un peu de monstre, tu vois. Mhm. Elle peut ressembler un peu à ça. Et moi je trouve que c'est une très grande actrice, Anya Taylor-Joy.
Moi, de mon côté, j'ai Barry Keoghan en Ouais. sous-côté. Qui parce que voilà aussi un peu d'élite sale gueule, c'est pas le plus beau de toute de la liste Mhm. que j'ai présenté tout à l'heure. Mais Barry Keoghan a peut-être est peut-être celui qui m'a le plus impressionné de toute cette génération en termes de jeu d'acteur. Saltburn, les Banshees d'Inisherin et la mise à mort du cerf sacré, je le trouve bluffant dans ces trois films. Donc dans la mise à mort du cerf sacré et dans Saltburn, il y a ce côté un peu terrorisant, personnage particulier, étrange et en fait avec un mauvais fond. Et dans les Banshees d'Inisherin, il y a plutôt ce côté bobé, un peu bêta, qu'il fait aussi très bien. Il avait été nominé aux Oscars dans la catégorie meilleur second rôle. Et même dans un autre film que je vais ajouter, que j'ai détesté cette année, Bird, Bird. mais il joue aussi extrêmement bien dedans. Pour le Ouais. coup, c'est plutôt la réalisation que j'ai détesté dans ce film-là. Mais Barry Keoghan est génial dans ce père un peu bah, qui ce père qui a perdu un peu sa vie en main, en fait, totalement, et qui sait plus un peu comment gérer l'adolescence de sa fille. Je trouve que c'est un acteur qui a énormément de potentiel, mais il va pas faire partie de cette catégorie-là. C'est vraiment l'acteur sous-coté pour moi parce que on n'en parle pas beaucoup, on lui donne pas encore des grands rôles. J'adorerais le voir en tant que Joker, ce qui avait C'était la teasé dans le question que Batman. j'allais te Mais poser la question, mais mais en fait, je me dis que il est sous-coté pour l'instant, mais peut-être qu'il va être de plus en plus coté parce que à venir, il va jouer dans le prochain film Peaky Blinders. Il va jouer dans le biopic en 4 films sur les Beatles où il jouera Ringo Starr, le batteur des Beatles. Donc on va le voir à 4 reprises ouais, chez Sam Mendes parce que chaque film va être un biopic sur l'un des Beatles et ils se jouent tous dans les films des uns des autres sous la projection et à chaque fois le personnage principal est Ringo, John Lennon, etc. Donc va y avoir déjà ces deux super productions qui vont être des gros morceaux des années 2026-2027. ouais, Et quid du coup d'un Batman où potentiellement, peut-être que pas dans le prochain film, mais dans un troisième, ouais, c'est on ce le qui se dit. retrouve en tant que Joker. Donc il est sous-coté pour l'instant à mon sens, mais il risque peut-être aussi de d'aller encore plus loin dans sa carrière d'acteur. Ce qui le rend un peu sous-coté, c'est qu'il a des choix de carrière assez indés. Ouais. Voilà, d'être avec Yorgos Lanthimos, avec Bird qu'on avait vu ensemble en début d'année. Mhm. Bon, il a fait Eternals, mais dans Eternals, il a quand même presque le rôle le plus discret de toute la bande, et c'est pas lui Ouais. qui est mis en avant. Je pense que voilà, on te dit Eternals, tu penses pas à lui. Mhm. Et c'est peut-être ce choix de carrière, mais qui est totalement respectable et qui peut faire à la fin une très jolie filmo, qui fait qu'il est un peu moins. Peut-être qu'il en a pas spécialement envie non plus de ce star system et d'être C'est la vedette. Parce que, écoute, je me rappelais de l'anecdote, mais je savais plus quel film il avait refusé pour Bird. Il a dit non à Ridley Scott pour Gladiator 2, justement, pour faire Bird. En disant, je suis un grand fan de Gladiator et un grand fan de ce casting, c'est dommage qu'on ne puisse pas faire les deux. Mais ce qui arrive dans ce jeu, tu ne peux pas faire les deux. Le tournage dans 2 pays différents rend également la situation très difficile. Et il avait privilégié Bird Ouais. et le scénario de Bird. Donc Ouais. effectivement, on avance avec l'acteur, allez, le meilleur acteur, et on va finir avec le plus de potentiel, qui est pour toi le meilleur acteur. Bon, c'est Paul Mescal, là. Paul Mescal, ok. Et Ouais, moi, grand j'ai fan. hésité avec Anya Taylor-Joy ou Timothée Chalamet, mais je mets pour l'instant Timothée Chalamet encore. Ok. Ouais, Paul Mescal, qui pas non plus encore une filmo hyper fournie. Il n'y a pas Mhm. 20 exemples, mais je trouve qu'il est d'une une efficacité dans les émotions, Ouais. justesse, que ce soit dans Normal People, que j'ai rattrapé cette année, dans lequel il est vraiment extraordinaire. C'est une des plus belles performances de série que j'ai jamais vues. Ou dans After Sun, qui est un des meilleurs films de ces dernières années, il est extraordinaire. T'avais vu All of Us Stranger aussi? Ouais, All of Us Stranger, pareil, qui est Ouais. très très fou, il est très très fort. Et tu te dis, bon, il peut avoir quand même toujours ce rôle-là plus dans l'émotion. Et il te fait avec Gladiator 2, qui est un film qui a ses défauts, mais je trouve qu'il est super dans Gladiator 2. Il est ultra crédible en mode plus paix de muscles, plus action, plus extraverti. Donc je me dis que ce mec peut tout faire. Et ce qui m'a fait le mettre en avant, enfin, au-dessus des autres qui sont tous très talentueux, c'est de me dire, en fait, c'est vraiment le gars où je vais aller voir ses films parce qu'il y a Paul Mescal. Hmm. Et il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui me font cet effet-là. Ou quand il y aura un choix de Paul Mescal, pourtant voilà, encore une fois, il n'a pas fait 20 films, mais je vais me dire, ok, je fais confiance à ce qu'il a fait, et j'y vais. Je sais qu'il a une ou deux sorties en 2026 que j'ai déjà très hâte de voir. Et je le trouve vraiment, vraiment trop fort, sans en faire des caisses.
presque rare ce profil d'acteur. Je pense pas que ce sera celui qui sera le plus connu et le plus bankable de toute cette liste, mais c'est vraiment celui que je trouve le plus fort. Moi, j'adore aussi Paul Mescal, mais moi, je reproche pour l'instant son côté à un peu être toujours dans le même registre. Émotion, un peu, tu vois, l'homme avec des fêlures et tout. Mm. Il va jouer lui aussi un Beatles, Paul McCartney. Ouais, bah oui, c'est pour ça que j'y ai Euh, pensé, ouais, en et il y a plus. le film Hamnet aussi qui, lui, est déjà sorti, je crois, aux Ouais. États-Unis et qui est dans les listes un peu des prédictions pour les Oscars. Donc Mm. mais moi, je te rejoins totalement sur le côté. C'est un acteur pour lequel je me déplace au cinéma. Non, Genre, ouais, c'est pareil. vraiment l'acteur où je me dis, Tain, j'aime être à jour sur ce qu'il a sorti pour pouvoir tout savoir et tout voir de lui. Mais je dirais pas que c'est le meilleur. Pour moi, j'avais même d'autres gens un peu en tête. Anya Taylor-Joy, j'en ai parlé tout à l'heure. Parce que je pense qu'elle a vraiment des premiers rôles ou des deuxièmes rôles, mais en tout cas, pareil, moi je trouve elle choisit très bien ses projets et à chaque fois, je la trouve assez bluffante. Mais je trouve que, encore une fois, Timothée Chalamet a un peu d'avance parce que déjà, il a commencé sa carrière il y a bien plus longtemps et qu'il y a quand même des films cultes dans lesquels il joue des rôles Oui. bluffants. Et Timothée Chalamet, lui, a déjà la réputation qui le dépasse. C'est déjà une superstar d'Hollywood, considéré comme un prodige. Est-ce qu'on pourrait peut-être tendance à le prendre trop pour acquis en disant bah, Timothée Chalamet, voilà, toujours Timothée Chalamet partout. Mais je trouve que tu vois, dans sa déjà filmographie actuelle, il y a Call Me by Your Name et Beautiful Boy que moi j'apparente parce que c'est deux rôles dramatiques où il est bluffant dedans. Moi, c'est C'est le les même réalisateur en plus. Oui, c'est Luca Guadagnino qui a Ouais, je fait crois, ouais. Beautiful Boy aussi. Je me rappelle plus Je si c'est lui. check. Je confonds peut-être avec un autre film qu'il a fait. Je sais pas si c'est Guadagnino, il a fait Bones Ah, and the oui, je confonds avec ça. Non, mais je non, sais plus c'est qui a fait Félix van Groeningen. ouais, ce film-là, faut que vous le voyez, il est sur Prime et il est absolument fou avec Steve Carell. Mm. Et pour moi, c'est les deux meilleurs rôles de Timothée Chalamet. Mais si, c'est pas, lui, pour le coup, a un peu développé d'autres cordes à son arc. Avec Wonka, où il va dans la comédie musicale. Avec Dune, où il joue quand même le protagoniste d'une saga qui va être culte dans les prochaines années. Et tu vois, s'il a, c'est pas Marc Hamill, tu vois, il a déjà une étoffe et une palette de jeux qui peut le faire sortir et le faire entrer et sortir facilement Mhm. de ces grosses sagas, quoi. On sent que lui va pas être pris au piège dans la saga Dune. De toute façon, Dune va pas prendre beaucoup de ses acteurs en otage Non. puisqu'ils ont tous percé à côté avant de rejoindre le casting. Et puis ensuite, il va dans le biopic aussi avec A Complete Unknown sur Bob Dylan, le prochain sur un joueur de tennis de table aussi. Je trouve qu'il a de l'avance sur cette génération Oui. et moi, à chaque fois que je le vois, j'ai rien à lui reprocher sur son jeu, bien au contraire. Donc, je trouve que c'est encore le meilleur. Peut-être qu'il se fera dépasser par l'un des acteurs de cette liste ou qu'on a déjà cité, ou Mhm. peut-être qu'il se fera dépasser par l'un ou l'une acteur qu'on nous imagine comme ayant le plus de potentiel. Oh, la Qui transition. c'est pour toi l'acteur ou l'actrice qui a le plus de potentiel? Austin Butler. C'est Austin Butler pour moi aussi. Voilà. Ah, mais ça m'étonne pas. Il a une gueule de fou. Ouais. Il a une gueule de star. C'est l'égérie de je sais pas combien de marques déjà. Et en plus, il a le talent. Et en plus, on a vu déjà à son jeune âge qu'il peut faire plein de choses, que ce soit son petit rôle de fou chez Tarantino avec Once Upon a Time in Hollywood. D'ailleurs, il faudrait voir les talents qu'a lancé Tarantino dans ce film parce que tu vois, je pense dans 10 ans, on va revoir le casting, on va faire mais c'est quoi cette dinguerie? Et il y a tout Ouais. le monde, c'est un truc de ouf. On l'a vu voilà, dans Pack Riders, quelque chose voilà, de plus intense sur son physique, un peu Bad Boys. On l'a vu chez Aronofsky faire encore autre chose. Je pense ça peut être vraiment une méga star. Et voilà, même sur Eddington cette année, enfin, il a des choix de carrière qui sont hyper intéressants, Et hyper Elvis, risqués. et sans parler de, J'ai il même a, pas il parlé a d'Elvis. commencé en étant, tu vois, il y a ce truc de tu commences par un biopic sur Elvis Presley, tu peux tout de suite, si jamais le film marche pas ou s'il marche, tu peux Ouais, aussi avoir cette connotation de c'est le gars qui a joué Elvis. On en oublie limite que il a ouais. fait ça dans sa filmographie, quoi. Non, non, c'est vraiment fort. Il a jamais autant ses choix. Et puis, ouais, et même dans Dune 2, son personnage, là, dans cette séquence noir et C'est blanc, là, fou. je pense, ma scène préférée de Dune 2. Ouais. Il est énorme, tu vois. Il est capable vraiment de tout faire. Il fait des bons choix. Mm. Euh,
enfin, alors c'est limite ce côté à vouloir faire des bons choix de carrière comme un Eddington qui est pas un film où il accepte un troisième rôle et qui est pas un film qui va être ultra populaire grand public. Donc c'est peut-être voilà, ça peut l'empêcher d'être un peu une sorte de Brad Pitt, mais c'est moi j'ai vraiment très très hâte de voir ce qu'il va faire et un peu à la Ouais, Paul Mescal. Dès qu'il y aura un film où on va dire il y a Austin Butler au casting, ben, tout j'irai le le voir. temps. Et je pense que ça peut être la méga star de notre génération. Ouais, Qu'on pourrait être fier de dire, ben, nous on l'a vu débuter, quoi, Austin ouais, Butler. ouais. Moi, je suis complètement Ouais, avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi, Austin Butler. Je pense que c'est celui qui a la plus grosse marge, pas de progression, parce qu'il est déjà à un niveau d'acting exceptionnel avec Elvis, avec le gars de Secte dans Eddington, ouais, avec l'un des méchants les plus badass de ces dernières années au cinéma, avec son personnage dans Dune. J'aime beaucoup son registre aussi, un peu de Bad Boy dans The Back Rider ouais. et dans le film de Aronofsky. Il a troqué aussi enfin, le costume d'aviateur de Seconde Guerre mondiale. Moi, quand je vois un peu le potentiel qu'il a avec son personnage de Dune 2, je me dis ce gars-là, il peut être à mi-chemin, pareil si on prend des acteurs établis, entre du DiCaprio dans le côté un peu rare. J'espère qu'il aura. DiCaprio a commencé avec plusieurs films par an, mais ensuite, depuis les années 2000, c'est un film tous les 2 ans. J'espère qu'on aura aussi ce truc-là de Austin Butler. Pour l'instant, a une filmographie quasi parfaite et en plus une gueule, comme tu dis. Il a un peu ce Ouais, côté prestigieux que j'aimerais qu'il garde avec le temps, mais j'aimerais bien aussi le voir un peu comme un Christian Bale sur des ok. métamorphoses. Tu vois, quand on le voit chez Denis Villeneuve, quand on le voit en tant qu'Elvis, en tant que mec de secte, j'aimerais voir un peu ce que ça peut donner sur de la transformation physique, Austin Butler. Mais en tout cas, ouais, effectivement, moi je trouve que c'est celui qui peut devenir la plus grosse star, ou en tout cas peut-être le pionnier de cette génération-là, 2020, Oh. 2030, quoi, dans ces décennies-là. Et avec là, c'est vrai que j'aurais regardé sa film en même temps que tu parlais. Là, il va être dans le prochain Hit, Hmm, où il y a un casting de malade avec Adam Driver, DiCaprio, il y aurait du ouais. Christian Bale. Et de le voir au milieu de ces méga stars-là, voir comment il arrive à tirer son épingle du jeu, ça va être Hmm. hyper intéressant aussi. Tout à fait. Et moi, j'avais une mention honorable chez les filles, parce que moi, j'ai calé que des garçons pour l'instant. Celle qui a, pour moi, je trouve, un très gros potentiel, c'est Mia McKenna Bruce. Je vais faire un peu mon hipster, parce que j'adore cette actrice que j'ai vue dans How to Have Sex, Mm. qui, depuis, en fait, n'a pas tourné parce qu'elle a accouché d'un enfant. Donc, en fait, elle a été tenue éloignée des plateaux de tournage sur cette période-là depuis Hope to Have Sex qui est sorti en fin 2023 je crois. Ouais, Mais elle va revenir en 2026 avec le prochain Inaritu où elle va jouer dans Judy. Avec, tu iras voir le casting de ce film, c'est hallucinant. Et elle sera également dans les films de Sam Mendes dans les Beatles où elle ok. jouera une des femmes qui gravitent autour du groupe. Donc c'est une actrice qu'on va revoir à l'écran et moi je trouve que cette actrice elle a de la gueule, tout petit format, elle est toute petite en taille, je crois elle doit être autour d'1,60 m mais peut-être même moins, mais elle a une gueule, elle a une manière de jouer, une intensité que j'avais trouvé dans How to Have Sex qui était assez Ouais, bluffante. ouais, ouais. Je pense que elle Sincérité, ouais. peut être vraiment incarner un peu aussi cette nouvelle génération. Pour l'instant, donc là c'était un premier rôle qu'elle avait, mais dans un film indépendant. Elle va passer par des Inaritu et des Sam Mendes dans des seconds rôles, mais je pense et j'espère que ces films-là vont avoir l'effet d'un tremplin, parce que quand tu joues dans 4 films de Sam Mendes plus un Inaritu, en général ça peut aussi un peu lancer ta Ouais, carrière carrément, ouais. définitivement à Hollywood. Donc suivez Mia McKenna Bruce, pareil, il n'y a qu'un seul film à rattraper, voire deux. Je crois qu'il y en a un qu'elle a joué avant How to Have Sex, mais elle a vraiment une petite filmographie facile à rattraper. Et vous pourrez dire, bon bah, je suis monté dans le train assez tôt de cette actrice. Donc voilà, on va finir, mon ami Maxime, avec les deux questions un peu hot take. On va se positionner sur des films. Toi, tu vas aller dans le all-time avec, je vais te poser une question, vu qu'il y a Frankenstein qui est sorti sur Netflix. J'aimerais te poser cette question. Me réponds pas Frankenstein, j'espère. Non, non. Mais quel est le meilleur film original Netflix, produit par Netflix et exclusivement sur Netflix, all-time?
Ouais, grosse question. En plus, là, ça fait à peu près 10 ans, je crois, que Netflix est arrivé en France. Donc, c'était en 2015, on en avait Ouais. parlé dans une autre émission. Donc, on est à 10 ans de production et bon, Netflix est beaucoup critiqué, souvent à raison, puisqu'ils ont sorti un paquet de daubes, mais ils ont aussi pas mal de bons films. Et je vais déjà faire une petite mention honorable à ceux qui auraient pu y être, Mhm, avec le film Le Monde après nous de Sam Esmail, qui était dans mon top 10, même top 5 de 2023. Qu'une espèce de film, ça démarre sur, tu penses, sur une sorte d'homme éveillé, puis ça part en film catastrophe, ça raconte tellement de trucs, j'ai trouvé ça passionnant avec un casting de ouf. Il y a eu Marriage Story de Noah Baumbach aussi, qui a vraiment mhm. été une des films très marquants. Et d'ailleurs, le prochain Noah Baumbach sort sur Netflix, je crois le 5 décembre, donc ça va Mhm. arriver vite. Et j'ai aussi très vite pensé à Uncut Games, des frères Safdie, et c'est un peu la même période, Marriage Story et Uncut Games, c'est 2019, ils ont fait pas mal de films, je trouve, avant Ça sort Covid. pendant le Covid, ouais. Avant Covid, début 2020, là, le Mm. Netflix, je trouve, c'était vraiment des dingueries. Mais Il y a À bon, l'Ouest, rien de nouveau, hein, qui aussi a été l'un des films ouais. Netflix les plus récompensés aux Ouais, tout à Oscars. fait. Mais mon petit préféré, moi, c'est Malcolm and Marie Donc, ah de ouais, Sam Levinson, qui bravo. est format unique, là, avec uniquement que deux acteurs. Il doit y avoir trois pièces, Mm. des dialogues de fou sur une photographie qui est magnifique, là, une Les espèce de plans noir et séquences. blanc argenté, là, qui est incroyable, des plans séquences de fou. Que des musiques de dingue. Moi, j'ai pas arrêté de chasamer le film Hmm. tout le long pour raconter des musiques. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu ce film-là, c'est le couple. Le fils Washington avec Zendaya qui reviennent d'une cérémonie de, de récompense de prix où Washington a été récompensé et va sortir de là une espèce de parler de la jalousie dans le couple. Oui, parce Dans qu'en fait, lui oublie de la remercier, elle, sa femme. Voilà, c'est ça, tout est barre. Et de la réussite, de la place de l'autre, même la place de la femme dans l'art. Enfin, ça parle de plein de choses. Euh, c'est hyper divertissant, enfin vraiment ça passe très vite et je trouve fou en fait l'idée de prendre une contrainte qui était le Covid, Mhm. de se dire ben, on peut pas faire de studio, on peut pas Mhm. faire d'extérieur, c'est très compliqué, on peut pas avoir beaucoup d'effectifs, et bien on va faire un film qui va épouser ces contraintes-là et tu sors ce film-là. Pour moi c'est la meilleure performance de Zendaya. Moi aussi, je te C'est rejoins. une des meilleures de David Washington, j'aime beaucoup dans Black Landsman aussi, donc Mhm. ça pourrait se jouer entre ces deux-là, mais c'est une de ses meilleures aussi. Mhm. Ça doit être, je pense, que dalle niveau budget. Ouais. Enfin, je trouve ce film extraordinaire. J'ai très envie de le revoir. Je pense que je vais me le refaire assez bientôt. Ouais, C'est moi ça fait aussi, tu me très donnes longtemps envie que de je le trouve. revoir. Je l'ai tellement en mémoire, je l'ai vu il y a 2 ans, mais je l'ai encore tellement en mémoire Les, parce qu'il m'avait choqué. Je les pense en mode, dialogues. tu te dis, mais c'est un 10 sur 10 quoi. C'est un film Ouais, parfait dans son idée, dans sa mise en scène, dans la conception finale, le montage final, et puis comment l'histoire évolue, comment en fait, quand t'as l'impression que ça se calme, pouf, ça repart, tu vois, ouais, c'est vraiment filmer une embrouille en temps réel pendant 1h30 et la faire de manière aussi grandiose et cinématographique. C'est fou, c'est le réalisateur d'Euphoria, donc il y a déjà, on sait que c'est un immense metteur en scène et qu'il a beaucoup d'idées créatives. Mais je suis complètement d'accord que, franchement, je pense que c'est aussi mon Netflix, mon film Netflix bon, préféré. voilà. Mais Bravo. super. Ah Ben, ouais, merci. j'adore. Et mais toi, de ton côté, là, vu qu'on a une grosse machine avec Frankenstein, on essaie de rester toujours dans le même thème. Ce serait quoi, là, le gros blockbuster de cette année qui serait, sans spoiler ton top 10 trop, mais voilà, la grosse machine qui t'a beaucoup plu. Quel est le... ouais. Ben, en fait, je me suis d'abord posé la question de c'est quoi vraiment un blockbuster et quels sont les critères à remplir pour être considéré comme un blockbuster à part entière. Donc Tout est j'ai cher. trouvé... Comment? Tout est cher. Voilà, ça c'est un des trois critères. C'est un film grand public avec un gros budget et une grosse médiatisation. Ça c'est les trois cases qu'il faut remplir Mhm. pour être considéré comme un blockbuster. Donc moi j'ai un peu fait la liste parmi mon top 100, mais je ne vais pas dévoiler les places, de ces films-là qui, dans ma tête, remplissent un peu ces critères. Donc, c'est que des films. Déjà, je vais te poser un peu, je vais te faire un peu jouer. Tu vas essayer de me deviner les budgets de ces films-là, que j'ai, moi, qui sont ma présélection. Waouh. Sinners, Sinners, je crois qu'il a pas coûté si cher enfin, à l'échelle d'un truc américain.
60 millions, 80 millions par Ouais, là? 90 millions. 90 millions. Une bataille après l'autre. Alors lui, je sais qu'il a coûté beaucoup de pognon. Justement, c'était le plus gros budget de son réalisateur et de très loin. Il est à plus de 100 millions, Ouais, 120, 130, 150 millions. 150, ouais. Wow. Frankenstein, c'est 120. Les 4 Fantastiques, c'est 200 millions. Ouais, 200 millions Mickey aussi. 17, 200 millions. F1, 300 millions. Wow. Superman, 225 millions. J'ajoute le blockbuster français Chien 51 à 42 millions, mais pour moi, ça rentre dans la catégorie blockbuster potentiellement. À notre échelle, ouais, c'est un blockbuster, ouais. Voilà. Donc c'est un peu déjà la présélection que j'avais en tête. Mais dans ces films-là, il y a des films qui, à mon sens, sont pas des films grand public. Donc est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est des blockbusters? Est-ce que Sinner, c'est vraiment un blockbuster? Je me doutais que tu allais en venir à Sinners, ouais. Ouais, Sinon, moi, je l'ai pas vu comme un blockbuster, moi ouais. non Moi, je trouve plus. que ça fait un peu ces films américains que j'aime de plus en plus, qui sont à des budgets un peu, allez, un peu plus minces, avec des Mm, auteurs, avec des réalisateurs qui ont vraiment des visions et qui cherchent moins à être grand public, mais tu vois, enfin, un peu à la Real Pain aussi, enfin, des trucs comme ça mm, qui ont quand même, il y a quand même du beau monde, mais c'est pas des blockbusters, ouais. non. Je le compare pas avec un F1 ou un Superman, quoi. C'est Il y pas la a, même il y a, machine. il y a pas cette dimension grand public où typiquement World War Z est un blockbuster parce qu'on en parlait Ouais. en off tous les deux cette semaine. C'est un film de zombies certes, mais qui se veut grand public pour choquer le moins possible et que il soit Mhm. rentable au box-office. Sinners, il y a beaucoup de partis pris qui font que c'est pas un film grand public. Il n'y a pas une grosse médiatisation avant le film. Moi, je crois que quand je fais, et, depuis des plombes sur la bulle, je fais en sorte de montrer les sorties de la semaine. Je crois que la semaine où sort Sinners, je le dis même pas parce que je le vois même pas passer sur les sorties. Et c'est par contre un film qui a fait beaucoup parler de lui après coup. C'est Mais extraordinaire le box-office de Sinners. donc Sinners, moi je le considère pas comme un blockbuster. Une Ouais. bataille après l'autre, non plus, parce que c'est un film de 2h50 que je considère pas comme un film grand public. Une bataille après l'autre, certes c'est Mhm. DiCaprio, mais pareil, je trouve qu'il n'y a pas eu une énorme communication avant le film et que c'est un film Ok. de 3 heures que je trouve pas si grand public que ça. Donc j'irai pas, donc je l'élimine dans la catégorie blockbuster. Frankenstein, il est à la limite parce que c'est pareil, c'est 2h35, c'est un film que je dis plus 12, plus 16 ans, et du coup j'ai du mal à aussi dire que c'est un blockbuster. Tu peux Ok. me dire oui ou non, hein. Non, Frankenstein, je trouve que si, après, enfin, c'est juste que c'est des blockbusters un peu plus auteurs, Mhm. mais ça reste des énormes budgets, des franchises. Mais je comprends quand même ce que tu veux dire par rapport à un 4 Fantastique ou un F1 ou un Superman, où on n'est pas dans non plus ce cours-là, mais je pense qu'on peut quand même mettre blockbuster Frankenstein en blockbuster. Mais Moi j'ai du... j'entends ce que tu dis aussi. Ouais, pour moi c'est plus un film de genre ou quoi que un blockbuster, vraiment un blockbuster, alors que pour le coup, Les 4 Fantastiques, énorme promo avant, énorme Mm. budget, grand public, oui, totalement. Oui, bien Mickey sûr. 17, énorme promo, énorme budget, et c'est un film grand public, avec quand même des Oui, acteurs identifiables, même s'il fait 2h20, mais c'est quand même un oui, oui, film quand grand même. public. F1, grand public, gros budget, grosse médiatisation, Superman Ouais. pareil. Donc c'est un peu autour de cela que j'ai pioché. Et en fait finalement, moi le meilleur blockbuster, je dirais que c'est F1. Et sachant que j'ai pas adoré le film. Mais je Ouais. trouve que dans le côté, quel est le meilleur blockbuster cette année ou le plus mémorable, un énorme succès au box-office, Ouais. un travail de mise en scène et de plonger le spectateur en pleine immersion, c'est totalement réussi. Au niveau du scénario, je trouve qu'il y a quelques pirouettes scénaristiques qui sont surprenantes, qu'on voit pas venir, alors que normalement dans les blockbusters, t'arrives à quand même déceler le scénario de façon Ouais. assez lisible, et je trouve que c'est un gros plus dans un scénario lorsque, en plus, dans un truc aussi affiché comme Formule 1, où on est sur des scénarios de course, donc tu pourrais rendre le truc très Bah, prévisible. justement, je trouve que les pirouettes, ils sont pas extraordinaires, mais on s'attend tellement à un truc lisse et ultra Ouais, prévisible qu'on est surpris d'être un peu surpris. oui, Et du voilà, coup, exactement. ça amplifie la surprise. Voilà. Donc ouais, vraiment, moi, c'était vraiment un film agréable, ce que j'attends d'un blockbuster, finalement, Ouais. dans F1.
Je vais pas parler de ceux du coup j'ai pas mentionné. Je dis juste une mention attention parce que peut-être que d'ici quelques jours il va se faire détrôner par Running Man qui est un film grand public à gros budget avec une grosse médiatisation qui a Mhm. tout pour me plaire. Donc peut-être que je reviendrai sur F1 après avoir vu Running Man qui prendra cette place-là de mon blockbuster préféré de l'année. Mais pour Avatar? l'instant je dirais que F1 a un peu d'avance. Avatar 3 peut-être? Avatar 3, ouais. Qui est clairement un blockbuster. Ah, ça, niveau pognon et grand public, et ce type franchise et gros réal. On en parlera dans la tier list en tout cas de Yes. Avatar 3, ça c'est sûr et certain. Merci à toi Ouais. Maxime pour ce podcast. Ouais, bah, avec plaisir, c'est chouette. Merci à vous de nous suivre, de liker, partager, commenter aussi les capsules qui en sortent si vous écoutez cette émission sur YouTube ou sur Spotify. Un grand merci déjà, Spotify, Deezer et tout. Si vous nous découvrez à la suite d'une capsule, bah c'est top. On est content de voir que ça a un peu de portée aussi. Et puis nous, Maxime, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin Avec de vous en plaisir. attendant. Ciao! Ciao.